C'est bon, on est parti. Bonjour à tous. Alors là, on est 24 pour le moment. On va commencer en douceur, le temps que tout le monde arrive. Donc bienvenue, merci d'être venus. Donc on est 25, c'est déjà pas mal. On va commencer par la petite intro. Donc ceux qui connaissent pas Livestorm, juste pour que tout se passe bien durant cette session, vous avez une partie sur la droite, vous avez le chat. Donc là, je pense que je n'ai pas besoin de vous expliquer ce qu'il y a un chat, il n'y aura pas de souci. Il y a la partie questions. Donc justement, si vous avez des questions, n'allez pas sur le chat, allez plutôt sur la partie questions pour poser vos questions. C'est comme ça, on pourra tout retrouver facilement, surtout pour la fin, pour les échanges à la fin, les questions-réponses. Et vous pouvez justement voter pour les questions des autres aussi qui vous paraissent pertinentes. Et on commencera par les questions avec le plus de votes en fin de session. Et enfin, il y a aussi une partie sondage. Au fur et à mesure, on va vous lancer des petits sondages justement pour un peu mieux vous connaître, un peu mieux cibler ces échanges d'aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à aller faire des tours sur les différents onglets sur la droite surtout. Et je réponds déjà, oui, il y aura un replay qui sera accessible sur ce même lien. Donc, un seul lien est accessible à la demande. Ok, on va lancer les hostilités avec la petite intro. Le temps que l'on est 30, le temps que tout le monde arrive. Donc, tout d'abord, donc merci d'être venu, comme j'ai déjà dit. On est à la communauté We Love Product, donc qui organisons ce webinaire aujourd'hui. En quelques mots, donc We Love Product, on est une communauté surtout de partage et d'échange. On est sur Slack, on a un Slack donc dédié, on a un groupe Meetup. C'est donc vraiment pour tous ceux qui sont intéressés par le monde du product. On a des PM, donc des PO, des designers, mais aussi d'autres métiers. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un tour et on organise autant qu'on peut des événements de ce genre. Et la communauté est portée par Monsieur Guise. Donc Monsieur Guise qui est donc conseiller en product management et en product design. Donc de même, on a des product managers, des product owners, on a des coachs agiles aussi, des product designers. Et on envoie donc des personnes en mission, surtout en régie, mais on fait aussi un peu de conseil. Et maintenant, on attaque les choses sérieuses. Donc on va parler aujourd'hui de parcours de carrière, d'évolution. Donc on va parler de ça dans le monde du design et du product management. Donc aujourd'hui, autour de la table, on va se présenter dans quelques instants. On a des designers, mais aussi donc des PM, mais qui n'étaient pas toujours justement à ce poste-là. Donc, je vais commencer par me présenter moi et après les autres enchaîneront. Donc, moi, c'est Laurie. Aujourd'hui, je suis surtout coach agile et PO, donc chez Monsieur Guise. Et anciennement, j'ai pu être designer. Donc, j'ai travaillé en tant qu'instructional designer, plus précisément, dans tout ce qui est éducatif. Donc, pas tant que ça dans le digital, donc un peu moins dans le monde du product, que j'ai découvert seulement par la suite. Et je laisse la parole à Laurent. Hello, donc moi c'est Laurent, je suis product designer chez Inato. J'ai fait avant ça 2 ans de product management et 3 ans de dev dans d'autres boîtes. Voilà. Et du coup, je continue. Je me présente, je suis Louis-Victor Morgot. Tout d'abord, merci beaucoup d'avoir organisé ça, Laurie, c'est top de pouvoir échanger sur ce sujet-là. Comme le montre un peu le sujet du webinaire, je suis actuellement product manager chez Spendesk sur le scope de l'onboarding et du setup. Et j'ai un background product design où j'ai pu travailler chez Spendesk en tant que product designer, mais aussi chez Appen, pour ceux qui connaissent l'application de rencontre. Et j'ai un background aussi entrepreneurial où j'ai pu cofonder différents produits un petit peu variés. J'ai pu cofonder des produits de productivité, de casting d'acteurs et figurants et d'aide à la personne. Voilà tout pour moi. Justine, on te laisse terminer. Ouais, donc moi je suis product designer chez VP, ça fait 4 mois que j'ai ce rôle-là. Avant j'étais PO chez VP, ça fait 2 ans que je suis chez VP. Grosso modo ça fait 6 ans que je fais du product management et j'ai un background plutôt tech puisque après mes études j'ai commencé par faire du dev back en R&D. Voilà. Donc, on peut entendre, il y a du design, il y a de la tech et il y a du product management. Donc, c'est assez varié et donc, c'est ce à quoi vont correspondre les échanges qui suivent. Donc, déjà, pour poser les petit problème de connexion.
chacun a dit donc son métier. Je ne sais pas si vous m'entendez encore. Ouais. On t'entend bien. Ça avait frisé. Désolée pour les petits soucis. Mais derrière un métier, il se cache vraiment plein de choses, plein de compétences, plein de spécificités à une entreprise. Donc, je vais laisser chacun son tour nous expliquer vraiment quel est son métier au sein de son entreprise, justement un peu plus en détail pour qu'on prenne mieux les spécificités de chacun. Donc, je laisse enchaîner le premier qui voudra enchaîner. Je peux enchaîner si tu veux. Vas-y. Alors, je peux commencer par définir ce qu'est un product manager en définissant ce qu'est un product manager chez Spendesk. Alors, product manager chez Spendesk, c'est quelqu'un tout d'abord qui va définir une stratégie produit sur un scope donné. Donc, moi, je suis sur le scope onboarding et setup. Ça va être aussi l'interlocuteur principal et un petit peu le chef d'orchestre de l'entreprise sur ce scope produit assez défini. Et ça sera aussi la personne qui va prioriser les différentes problématiques et différentes solutions pour pouvoir du coup avoir un meilleur produit. Et pour être un petit peu plus concret, je peux faire un petit rappel sur le cycle de création produit. Le cycle de création produit qui est en 3 étapes: Discovery, Solution Definition et Delivery. Sur la Discovery, le Product Manager va organiser la prise de connaissance sur une problématique donnée et va notamment travailler avec le Product Designer, la data et l'ensemble des stakeholders pour bien comprendre une problématique et pour amener toute la connaissance sur cette problématique. Une fois que cette problématique est assez concrète et bien définie, il va passer du coup à la solution definition, où là il va établir la solution main dans la main avec le product designer et les développeurs de la squad, pour ensuite du coup passer à la delivery, où il aura plus une mission de chef de projet avec sa squad pour s'assurer que tout est bien délivré à l'heure et qu'il n'y a pas de problématique. Très clair. Justine, je te laisse enchaîner. Oui, donc VP, c'est un site e-commerce et il y a à la fois la partie site web et application mobile, pardon, et il y a toute la partie back-office aussi qui permet d'alimenter ce qu'on va avoir sur le site. Donc moi, je suis sur un produit qui s'appelle la Marketplace et qui permet aux différentes marques et aux différents vendeurs d'alimenter une partie du site VP avec leurs propres produits. On est dans une organisation avec une équipe produit. Donc moi, je fais partie d'une équipe produit. L'équipe produit, c'est un product owner, product manager, des équipes dev, des équipes de QA, etc. Et donc du coup, le product designer chez VP en général participe à tous les rituels agiles de l'équipe produit. Donc je travaille à la fois sur des produits qu'on va dire les produits front, donc une partie du site web et applications mobiles, et aussi sur les produits de back-office qui permettront donc aux utilisateurs internes ou externes de travailler, de préparer les ventes, et aussi sur un produit plutôt technique API qui permet aussi aux intégrateurs de se connecter à VP. Et donc, grosso modo, nos rôles chez VP, c'est de la recherche utilisateur, donc avec interview, collecte de data, et puis des ateliers, etc. Ensuite, on fait tout ce qui est partie maquette, en général plutôt haute définition, et aussi la partie prototype avec test utilisateur. Donc on enchaîne tout ça, pas systématiquement, mais voilà, on a tout ce rôle-là. On travaille aussi beaucoup avec la data pour collecter un maximum de données. On fait des benchmarks, et puis on va... j'ai perdu le fil. Et on va travailler avec les développeurs pour faire en sorte que au quotidien, ce qu'on fait, ce qu'on propose, ça soit correct, enfin ça soit bien compris, et aussi on fait des alertes. Voilà. Donc on commence déjà à avoir quelques similitudes là qui commencent à naître entre déjà Elvé et Justine sur déjà le cycle justement qui est utilisé dans leur métier. Laurent, te laisse terminer justement pour décrire ton métier à toi. Ouais, donc à vrai dire, Justine a déjà tout dit quasiment sur le job, en tout cas chez Inato, est super proche en termes de tâches et d'objectifs. Du coup, je ne vais pas avoir des milliards de trucs à rajouter. Peut-être le seul truc qui est vraiment intéressant
par rapport à ce qui a été dit et que j'aimerais bien renforcer, c'est à quel point en fait, les jobs ont un overlap assez fort. Alors, pas dans les tâches, mais on va dire au quotidien pour résoudre résoudre les problèmes des utilisateurs. Même si on ne fait pas vraiment la même chose au quotidien, il y a vachement de collaboration entre product manager et product designer. Ça se voyait un peu dans LV qui disait il y a une étape du product manager qui est solution, j'ai oublié comment tu as appelé ça, mais trouver une solution qui est le job du designer au fond, quoi. Voilà, c'est tout pour moi. Ok. Du coup, ça résume bien parce que ça se ressemblait pas mal. Donc, on a des problèmes à résoudre. Donc, on travaille main dans la main pour résoudre tout ça. Et on passe par certaines phases. On a beaucoup parlé aussi de discovery, de tests utilisateurs. Et bien sûr, un travail avec les devs qui est assez important. Même si on est designer OPM, on travaille énormément, bien sûr, main dans la main avec eux. Et c'est parfait pour enchaîner justement avec la suite. La question, c'est quelles sont les similitudes entre ces métiers? Donc là, j'ai commencé un peu à en parler, donc avec certaines phases plutôt autour des utilisateurs, autour de résolution de problèmes. Est-ce que comment vous résumeriez justement les similitudes entre les métiers de designer et de product manager? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. C'est assez rigolo de voir un peu avec les présentations. Effectivement, on a des métiers différents, mais on a l'impression un peu de les définir de façon similaire. Et je pense que c'est lié en grosse partie à la cycle de création de produits. En fait, la cycle de création de produits, c'est pas juste ce product manager, c'est pas juste ce product designer, c'est vraiment les deux. Je pense notamment désolé, j'ai beaucoup d'anglicisme, mais la discovery, donc la découverte au début d'un projet et ensuite à la définition de la solution, c'est vraiment des choses sur lesquelles on travaille main dans la main avec ces deux postes. Mais je pense, de mon point de vue, et n'hésitez pas à rebondir dessus, ce qui va changer, on aura la même mission, etc. Mais ce qui va changer, en fait, c'est le focus. Là où un product designer sera un focus hyper utilisateur, pour moi, un product designer, c'est vraiment celui qui sera la voix de l'utilisateur, celui qui va combattre pour l'utilisateur pour avoir une meilleure expérience utilisateur, alors que le product manager, il sera moins là en tant qu'expert, il sera plus là pour orchestrer un petit peu ça, et lui, il aura un focus un petit peu partagé entre user experience, business et tech, et il est censé justement essayer de tout mettre en cohérence pour amener la meilleure solution. Et je pense que c'est un petit peu ce qui différencie, en tout cas chez Spendesk. Je ne sais pas si vous voulez rebondir, ça faisait un peu écho à ce que tu as dit, Laurent, sur ton dernier point. Je suis d'accord et pas d'accord. Je pense que c'est intéressant. Je pense que si ton designer, alors effectivement, il faut bien quelqu'un pour défendre l'utilisateur, mais je sais pas si c'est tellement good cop, bad cop que ça. En tout cas, pas forcément chez Inato. Et après, je suis complètement d'accord sur le fait que il y a un focus qui est pas exactement le même. Cela dit, j'aurais plutôt tendance, ou en tout cas, c'est comme ça que c'est chez nous. Le focus, il est plutôt sur problème versus solution. C'est-à-dire que par exemple, en termes de responsabilité, en gros, si on a bossé sur un problème qui n'avait pas d'importance, c'est la faute du PM. Et si on a shippé une solution qui était pourrie, c'est la faute du designer, quoi. Après, chez nous, on attend de tout le monde que tout le monde ait compris les enjeux des utilisateurs et les enjeux du business, parce que c'est difficile sinon de faire le job, quoi. C'est intéressant. Comment vous organisez? Nous, pour le coup, sur la problématique et la solution, c'est vraiment quelque chose de collaboratif. Comment vous organisez un peu chez Inato pour la problème et la solution? Est-ce que c'est scopé, product manager s'occupe de la problématique et en parle un petit peu, et la solution, c'est vraiment le designer, ou c'est collaboration aussi? Non, c'est un peu une espèce de continuum ou un peu de passage de bâton où au tout début de la discovery, ça va probablement être 100% le PM. Tu vois, si tu es sur un problème super large, pas encore très clair, les trucs super early, le PM, en fait, il fait son travail tout seul. Et quand on commence à avoir un problème un peu scopé, un peu clair, on va onboarder typiquement le designer et un lead dev. Et puis, au fur et à mesure qu'on avance sur une solution qui nous paraît de plus en plus claire, le PM, en fait, il disparaît complètement chez nous
fait, du détail, quoi. C'est-à-dire qu'une fois qu'on s'est mis d'accord sur l'idée générale de la solution qu'on voulait faire, le PM, il s'en va, il va faire sa vie. Et nous, on essaye d'aller shipper un truc qui marche, quoi. Et donc, c'est un peu peut-être des vases communicants. C'est difficile à... Il y a plutôt un passage de relais, du coup, de ce côté-là, et des différences qui sont plus nettes à ce niveau-là face aux similitudes. Je dirais pas passage de relais, parce que passage de relais, ça veut un peu dire... tu vois, l'un fait la première partie, puis le deuxième fait la deuxième partie. En fait, il y a une grosse superposition, mais avec de façon graduelle un détachement de l'un ou l'autre. Donc, sur disons, peut-être 80% du truc, il y a PM et designer qui travaillent ensemble. Et sur les deux extrémités, c'est chacun son sujet. Si je peux présenter ça comme ça. Voilà. Non, c'est clair. C'est comme ça qu'on voit d'ailleurs les points communs, et donc c'est le fait qu'on travaille main dans la main aussi qui fait ça. Justine, ton point de vue à toi, donc de par tes différentes expériences, pas que chez VP potentiellement, qu'est-ce que tu as à en dire de ces similitudes? Est-ce que tu es d'accord avec eux déjà? Alors, je suis d'accord, plutôt avec la vision de Laurent. Enfin, en tout cas, par rapport à l'expérience que j'ai, c'est pas un jugement. Je dirais que ça dépend aussi de l'expérience des gens, ça dépend des équipes, ça dépend des appétences des designers et des PM, etc. Et même au sein de VP, par exemple, selon les équipes, chacun, enfin les personnalités des gens, etc., les rôles, même s'il y a des points communs, ça dépend un petit peu aussi de la place ou de la curiosité ou juste des envies de chacun. Dans l'équipe dans laquelle moi je travaille, je sais que le PO, lui, pour le coup, il laisse beaucoup beaucoup de place aux designers, en tout cas, pour investiguer en amont, justement. Donc, on participe, notamment, là, on va lancer un nouveau produit. On a participé activement dans la définition de la vision du produit, de sa stratégie, etc. Parce que déjà avec moi j'ai l'expérience dans le produit, donc du coup j'avais cette envie-là de toute façon, et puis la structure de l'équipe fait que ça se passe bien comme ça, donc le PO, nous, il nous laisse pas mal de place quand même sur la partie amont, discovery, justement, tester des choses. Et bon, alors après, le travail, la quantité de travail nous focus un petit peu plus sur les problématiques du moment, et moins sur la partie discovery et proposer des nouveaux trucs encore. Mais en tout cas, on a quand même pas mal de travail en amont. Et au niveau des similitudes, là encore, moi je dirais que ça dépend des équipes, ça dépend des envies et des compétences des gens, mais je dirais que les points communs, ce sera l'intérêt, en tout cas le suivi de la data. Pour moi, c'est un truc qui est aussi un point commun entre le PM. En tout cas, pour avoir eu les deux casquettes chez VP, moi, j'avais ce rôle-là aussi de suivre la data. Il y a des tests. Alors, il y a les tests utilisateurs, mais on utilise aussi pas mal les A/B tests. Ça aussi, c'est quelque chose qui est commun entre le PM. En fait, tout ce qui est relatif un peu à la mesure de la valeur business que les fonctionnalités, et s'assurer en tout cas que ce qu'on propose, notamment sur la partie front, parce que c'est là où c'est le plus risqué, on a toujours de la valeur et que ça fonctionne toujours. Donc ça, pour moi, c'est un rôle qui est vraiment commun aux deux, et les deux doivent surveiller ça, parce que aussi bien sur la partie pure business que sur la partie utilisateur, c'est important de bien surveiller ça. Et puis pour moi, les deux, même si le PO le fait beaucoup plus, mais je pense que le product designer doit aussi contribuer au backlog avec ses feedbacks à lui, avec cette vision utilisateur. Là, pour le coup, je suis d'accord avec toi, LV, c'est vraiment ça qui, on va dire, la tendance générale, c'est plus la voix de l'utilisateur, même si c'est important quand même d'avoir cette vision business quand même, et de ne pas l'oublier. Voilà. Je pense Pardon. Vas-y, Elvé, vas-y. C'est intéressant, effectivement, ce que tu dis sur la data. Je pense que ça dépend pas mal de la boîte et de l'industrie. J'avais un petit peu moins de recherche data en tant que product designer, puisque je pense que quand tu es sur un produit B2B,
c'est un peu plus dur de voir l'impact business et l'impact data que tu peux avoir sur chaque élément. Tu peux le voir un petit peu au global, mais c'est plus vraiment au début de la discovery sur les problématiques assez globales. Là où ce que j'ai vu dans le B2C, c'est là où c'est hyper intéressant de faire du design dans ces endroits-là, c'est que effectivement, tu as des A/B tests, tu as beaucoup de data pour backer un peu tes choix design et tu vois directement l'impact. Donc c'est intéressant d'avoir un peu ce retour-là, je trouve. Je pense qu'au final, ce qu'on peut retenir, c'est ce que tu disais aussi dès le début, Justine, c'est qu'il y a des contextes différents, il y a des appétences différentes aussi ou des parcours différents. Là, on a vu que vous avez justement des discours assez communs. Tu disais, Justine, tu es assez d'accord avec Laurent en majorité. Vous avez fait à peu près, enfin, pour dégrossir le même parcours, vous êtes passé designer après plutôt du PM. Donc c'est assez intéressant. Peut-être que ça vient de là, peut-être que pas du tout. C'est peut-être tout simplement des appétences. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui viennent des appétences de chacun, des personnalités aussi, qui font qu'on va prendre plus ou moins des sujets et aussi on va choisir plus ou moins une entreprise qui correspond à ça, à nos valeurs, qui va nous laisser nous épanouir justement dans ces choses où on était bien dans notre ancien métier et qu'on peut garder dans le nouveau. Et c'est ça qui est intéressant selon moi. Après, similitude, je pense qu'il y aura toujours des trucs autour du product, autour des utilisateurs. Après, à voir à quel moment, justement, chacun intervient, s'ils sont tout le temps main dans la main ou pas, ça va dépendre plutôt de contexte d'entreprise. Donc là, on a parlé, donc, on a posé les bases, les métiers, les similitudes entre designer, PM. Maintenant, on va un peu plus vous raconter nos parcours à chacun, comment nous, on a fait pour évoluer vers un autre métier, pour arriver à notre nouveau métier justement d'aujourd'hui. Je vais commencer un peu à parler cette fois-ci avant d'introduire la suite. Donc comme j'expliquais au début, donc moi aujourd'hui je fais du coaching, mais aussi voilà, je suis plus sur du product management. Et avant j'étais designer. Donc pour arriver là, j'ai fait des études dans l'école de design de Nantes Atlantique pour ceux qui connaissent, qui touche plutôt au design global. Donc j'ai pas fait ce qu'on appellerait de l'UX, de l'UI, tout ça, j'ai touché vraiment à tout. Et je me suis plutôt spécialisée autour d'une thématique qui était donc CARE, donc c'était tout ce qui était développement durable, autour de l'innovation sociale et santé. Et suite à ça, j'ai travaillé en tant que instructional designer pour une start-up suédoise, donc c'était vraiment de l'éducatif à l'international. Quelque chose qui était vraiment assez en mouvement, encore très jeune. Ça m'a appris pas mal de choses. J'ai touché encore à tout. J'ai touché aussi, voilà, à de l'UX, à du contenu, vraiment à du pur méthode et beaucoup de pédagogie dans ce poste-là, justement. Et c'est là où j'ai vu vraiment ce qui m'intéressait. C'était vraiment aussi l'accompagnement, toute la partie empathie qui m'a toujours plu, qui s'est renforcée autour de tests utilisateurs, de facilitation aussi. Et en parallèle, j'ai eu l'occasion aussi, comme elle lui du coup proposé plus un côté entrepreneuriat, où je développais des produits, j'ai fondé une association, monté, voilà, faire un crowdfunding, tout s'est très bien passé. Et au bout d'un moment, à force de faire ça, donc j'ai touché plus à la partie management aussi, j'ai un master là-dedans, donc j'ai pu toucher aussi à cette partie-là de plus en plus et découvrir de nouvelles choses qui correspondent à tout ce qui était aussi gestion d'entreprise, gestion de projets et de produits. Et j'en suis arrivée à découvrir tout le monde de l'agilité. Je ne savais pas exactement ce qu'il y avait derrière ce mot à ce moment-là, mais à force de me renseigner, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait pas mal de points communs avec ce que je faisais aujourd'hui, avec l'état d'esprit que je pouvais avoir, l'approche que je pouvais avoir dans ce que je faisais déjà, autant en tant que designer que fondatrice du coup de l'association et développeur de ces produits-là. Et comme ça, petit à petit, je suis arrivée donc chez Monsieur Guise. Je me suis dirigée vers Monsieur Guise. Ça fait 2 ans et demi maintenant. Et à la base, j'ai postulé pas pour un poste de product manager ni designer, mais plutôt donc de Scrum Master. C'est la partie facilitation qui m'intéressait, plutôt accompagnement, méthode. Enfin, il y a vraiment un truc qui me plaisait là-dedans que j'avais découvert. Et je suis plutôt allée vers Monsieur Guise pour ça. Sauf qu'au final, je suis quand même entrée donc sur profil chez Monsieur Guise et ils m'ont plutôt dit on va te former à Scrum Master, tu nous as dit ça, mais côté PO, justement, Product Management, on pense qu'il y a un truc aussi, donc on va te former à ça et on t'enverra en mission et tu verras justement ce qui te parle le plus. C'est comme ça que tout a commencé dans ce monde-là. Et au bout d'1 mois et demi, je suis partie chez le client. Et puis, effectivement, au début, on arrive, on se dit, est-ce que ça suffit? Est-ce que je suis prête, justement?
J'ai beau avoir vu plein de similitudes entre les deux, me mettre en à l'aise sur plein de trucs, est-ce que j'en sais suffisamment au bout de ce temps-là, plus de formation justement avec des clients en conseil et avec tout le mentorat qu'on pouvait avoir. Et puis en fait, il faut se lancer. Et puis tant qu'on a les personnes en fait qui sont derrière, c'est ce qui est passé, hein, qui sont là pour faire monter en compétences, ça se passe bien. En tout cas, moi, ça s'est très bien passé. Donc j'ai touché, à la base, c'était un poste de PO. J'ai fait de plus en plus de Scrum Master à côté pour mettre en place tout ce qui était agilité, qui était assez nouveau dans ce contexte-là chez le client. Et petit à petit, j'ai évolué. J'ai pu justement toucher à des choses que je faisais côté design, donc tout ce qui était test utilisateur. J'ai fait l'animation, la facilitation d'ateliers aussi. J'ai pu vraiment mettre ce qui me plaisait et créer un peu ce poste-là qui me correspondait à 100%. Et aujourd'hui, je me dirige plutôt, voilà, ce que je fais, c'est beaucoup de coaching aussi. Donc, il y a vraiment une évolution. Et moi, ce que je retiens, c'est qu'il y a toute la méthode, le mindset, en fait, qui a toujours été là. C'est juste que j'ai dû ajouter des compétences petit à petit pour me construire et pour me consolider et pour arriver à mon poste aujourd'hui. Donc voilà pour le globalité, et je vais laisser enchaîner LV parce que du coup on a un parcours, enfin, on a des métiers assez similaires de base, on a évolué un peu avec cet état d'esprit similaire. Donc je pense que ça se rejoindra pas mal. Tout à fait, ça se rejoint pas mal. Alors mon parcours, moi je viens pas d'une école de design, mais une école de digital qui s'appelle Ethique, qui est un petit peu plus touche à tout. On apprenait le développement, le design, le marketing, l'entrepreneuriat, un petit peu tout dans le digital. Je suis tout de suite tombé un petit peu amoureux du product design, du graphisme, etc. À l'époque. Donc je commence à vraiment développer une expérience et une compétence dans le product design. Et j'ai mes premières expériences en tant que product designer, notamment chez Appen, où c'est très intéressant parce que le design est au cœur de la réflexion du produit. Et j'ai commencé à faire mes armes là-bas. Et je suis revenu à l'école du coup, et j'ai par chance eu une opportunité entrepreneuriale. On a monté un outil de casting d'acteurs et de figurants avec un associé. Et c'était très intéressant comme expérience parce que quand tu entreprends, tu vois rapidement l'impact fort que peut avoir le produit sur ton business. Donc c'est quelque chose qui m'a vraiment pas mal appris et qui a un petit peu, je pense, fondé mes choix de carrière par la suite. Juste après, du coup, je suis revenu à l'école et j'ai commencé à regarder les entreprises qui me plaisaient pas mal et je suis tombé sur Spendesk. J'adorais la mission, faciliter les dépenses en entreprise. Je pense qu'il y avait vraiment une problématique et faciliter cette expérience me passionnait. Je suis rentré du coup chez eux assez tôt en tant que deuxième designer, en tant que 30e employé. Et petit à petit, la boîte a pas mal grossi. Pour te donner une idée, on est 280 aujourd'hui, donc quand on a une croissance comme ça, en fait, le métier change pas mal et le métier est de plus en plus scopé. Et petit à petit, je perdais un petit peu. Il me manquait quelque chose, il me manquait un peu cette notion de touche à tout que je pouvais avoir dans mon école ou dans l'entrepreneuriat. Et j'avais envie de remettre un petit peu les mains dans le business. À ce moment-là, du coup, j'en ai discuté avec ma CPO et elle m'a fait confiance parce que j'avais la connaissance de l'utilisateur et du produit. Elle m'a dit, bah, écoute, chez Spendesk, on peut t'accompagner et je pense que c'est parce que j'avais cette connaissance-là qu'ils ont décidé de m'accompagner et ils ont effectivement, comme tu le dis, tant qu'il y a des personnes qui peuvent t'aider pour monter en compétences, tu peux monter en compétences, tu peux changer de métier. C'était tout à fait le cas chez Spendesk. Et petit à petit, sur le tas, et en lisant quelques livres, j'ai pu commencer mon métier de product manager chez Spendesk. Ça se retrouve assez, ça, effectivement. Je vois aussi, juste pour prévenir, dans les sondages, on a quand même beaucoup de designers en majorité. On a beaucoup de curieux, mais il y en a pas mal qui sont en cours de changement de métier. Il y a pas mal qui ont métier autre. N'hésitez pas à nous dire exactement ce que vous faites. Et si jamais il y a des choses qui vous intéressent plus précisément, n'hésitez pas à les poser dans l'onglet questions. Et je laisse enchaîner Laurent ou Justine. Qui veut enchaîner en premier? Vas-y. Allez. Ouais, je vais juste rebondir sur un truc intéressant que Louis Victor a dit, où tu disais juste avant, en fait, tant qu'on a de l'encadrement et qu'on peut monter en compétences, il n'y a pas de souci. Moi, les 2 fois où j'ai changé en fait, je suis passé de dev à PM, personne ne savait faire de produit dans ma boîte, quoi. Et du coup,
en fait, ce que je veux dire, c'est ça se passe très bien aussi si on a la motivation et qu'on va chercher les choses soi-même. Il y a tellement de contenu super intéressant, des milliards de livres, de blogs, Twitter, que sais-je, parler à d'autres gens qui ont fait le job et tout, que franchement, ça se fait. Donc voilà, pour ceux qui pourraient être dans cette situation et qui se disent merde, j'ai personne pour m'apprendre le job, bon, bah, ça peut marcher quand même. Voilà. Et ouais, voilà. Donc c'est juste à propos de ça. Et du coup, en l'occurrence, j'ai commencé par faire à peu près 2 ans de dev avant de devenir PM. Et ensuite, refaire un peu de dev et de redevenir PM dans une autre boîte, du coup. Et ensuite, du coup, designer, mais dans la même boîte. Et en gros, en fait, ce qui se passe, c'est que, comme a dit le Victor, chaque boîte a des besoins qui évoluent au fur et à mesure du temps parce que la boîte, elle grossit, elle change de focus, des gens partent, des gens arrivent. Enfin, voilà. Il y a des aspirations qui se créent et en fait, les opportunités, elles arrivent un peu tout le temps, enfin, super régulièrement. Et c'est 1000 fois plus simple. Enfin, bon, en tout cas, moi, c'est mon expérience de bouger, de changer de job à l'intérieur d'une boîte que de faire un changement de carrière. Je sais pas, disons, moi, si j'avais dû complètement arrêter je sais pas, partir de ma boîte en étant PM et ensuite chercher un job de designer, c'est beaucoup plus dur de convaincre, quoi. Alors que quand on a fait ses preuves en interne, même si c'est pas le même job, les gens nous connaissent, les gens connaissent notre façon de travailler. Nous, on connaît le business, on connaît les utilisateurs. Enfin, ça fait qu'il y a énormément d'avantages. En tout cas, pour moi, c'est ce qui avait permis de passer d'un job à l'autre facilement. Et voilà. Peut-être il y a d'autres questions qui permettront de rentrer plus dans les détails. Mais ça, c'est mon expérience, en tout cas, d'avoir changé de job plusieurs fois. Ok. Justine, pour terminer. Ouais. Moi, je suis entièrement d'accord avec ce que raconte Laurent, parce que même moi, mes évolutions aussi se sont faites par les opportunités au sein des boîtes dans lesquelles j'étais. Donc moi, j'ai comme je disais, un background tech. J'ai une formation d'ingénieur, j'ai fait une thèse en informatique, donc vraiment très tech. Et j'ai commencé à travailler en tant que développeur back dans la partie R&D d'une grosse boîte qui fait des systèmes biométriques, qui fait toujours d'ailleurs, mais voilà. Et donc j'ai commencé comme dev et en fait petit à petit les opportunités se sont présentées pour moi de m'approcher un peu plus des utilisateurs, enfin en tout cas des clients plutôt que des utilisateurs. J'avais peu accès aux utilisateurs finaux et donc de travailler un petit peu plus avec compréhension des besoins et définition de solutions, etc. Jusqu'à commencer à prendre un peu un petit rôle de pilote de projet, etc., chef de projet, etc. Et ensuite, j'ai travaillé sur un produit. Donc là, c'est des produits qui étaient déjà en cours, donc avec de la maintenance ou des évolutions. Et j'ai commencé à travailler sur un tout nouveau produit. Et ce nouveau produit... dans ce cadre-là, c'est là que j'ai commencé vraiment à être proche des utilisateurs finaux, d'organiser des workshops avec eux pour comprendre leurs besoins et designer quelque part. Même à l'époque, je ne savais même pas que les UX et les UI designers existaient. En tout cas, dans l'univers dans lequel j'ai évolué, très industriel. Et donc, du coup, j'ai commencé même à organiser des workshops, mais sans méthode, vraiment au feeling, un peu essayer de voir comment collecter les besoins et comprendre leurs attentes. J'ai même fait des maquettes sur PowerPoint. Alors, pareil, avec une ergonome quand même, parce qu'il fallait quand même faire les choses sérieusement, mais voilà. Donc, c'est pour dire que je ne connaissais pas du tout ce métier-là. Et puis, quand j'ai voulu changer de métier, pour aller dans une entreprise qui était plus web. C'est là que j'ai découvert les métiers du X et UI avec lesquels je travaillais. Donc là, clairement, dans mon expérience, ça s'est vraiment fait à l'opportunité, au projet, au produit, aux compétences qu'on a et qui fait que, du coup, tiens, j'ai pensé à toi, peut-être que ça t'intéresse de faire ça. Et puis, naturellement, ça s'est fait. Donc, même le produit, en fait, ça s'est fait sans avoir de formation particulière, mais juste auprès des utilisateurs, avec de la curiosité, en pratiquant et en travaillant aussi avec des gens dont c'est le métier, de plus en plus proche d'eux.
Et ensuite, du coup, VP, qui est ma troisième boîte, je suis arrivée en tant que PO. Et là, après, ça faisait 5 ans que je faisais du PO-PM. Et là, je sentais qu'effectivement, j'avais envie de changer. C'est la première fois que j'ai fait moi-même le choix de changer de métier. Et du coup, ben, je me suis un peu plus posée sur ce que j'aimais faire, ce que j'avais envie de faire, ce que j'avais plus envie de faire, ou en tout cas ce que j'avais l'impression d'avoir déjà vu et revu. Et donc, j'ai regardé, donc je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait, c'était le design de produit. Je me suis renseignée sur les formations, j'en ai parlé avec mon manager de l'époque, et ben, on a mis en place mon switch qui s'est fait sur une durée un peu plus d'1 an, le temps que j'ai ma formation. Donc moi, j'ai suivi une formation à l'école des Gobelins, une certification UX. Donc c'est une formation qui s'étend sur 11 mois. Et donc, du coup, ça a laissé le temps aussi à VP de s'organiser, de trouver quelqu'un pour me remplacer, de m'encadrer un peu aussi là-dessus. Et donc, à la fin, le jour de ma soutenance, c'était mon dernier jour en tant que PO chez VP. Et la semaine d'après, je démarrais en tant que product designer. Voilà. On voit la variété et à la fois pas mal de choses qui se retrouvent dans les parcours de chacun. Donc, vous avez surtout, vous, évolué pas mal, du coup, en interne, ce qui vous a aidé. Parce que dans le chat, il y a des personnes qui sont d'accord aussi, justement, avec vous là-dessus. Pour la suite, maintenant qu'on a parlé des nouveaux métiers, justement, la Justine a commencé à nous dire que tu avais fait une formation. Je pense que voilà, après, il y en a, voilà, Laurent nous disait qu'il avait monté plutôt en compétences par lui-même. On va plutôt se renseigner, du coup, maintenant, chacun sur quoi vous avez dû monter en compétences pour arriver à ce nouveau métier, parce que effectivement, on n'y arrive pas du jour au lendemain. Qu'est-ce qui a été justement clé pour vous et je propose, Justine, du coup, d'enchaîner, vu que tu parlais déjà un peu de ta formation, si ça te va. Ouais. Donc oui, moi j'ai eu envie de suivre une formation parce que je dirais que je manquais de méthodologie et puis aussi je pense que ça me rassurait de suivre cette formation, qui est une formation théorique mais aussi très pratique, donc avec et c'est là en fait que j'ai le plus appris grâce à la pratique en fait. Mais du coup, je suis pas certaine que ce soit indispensable. Pareil, comme disait Laurent, je suis passée du dev à la gestion de produits sans formation. Ça s'est fait un peu naturellement en observant les autres, etc. Et je dirais peut-être que pour la partie design, mais c'est aussi le fait de pratiquer, d'observer, d'être curieux, de tester des choses qui fait que... Et puis d'avoir les feedbacks aussi. Chez VP, pour le coup, moi, je continue à apprendre. Forcément, ça fait que 4 mois que j'ai switché, hein, donc j'ai encore plein de choses à apprendre, notamment sur la partie UI. Là, pour le coup, c'est vraiment la compétence, je dirais, que j'ai besoin où je suis vraiment junior et là où j'ai besoin de monter en compétences. Et du coup, ben, avec mes collègues qui m'aident beaucoup, qui revoient un peu mon travail, etc. Donc, formation, pratique, je dirais, et surtout échange avec ses collègues, je sais plus comment on appelle ça, les personnes qui font les mêmes métiers, quoi. Des pairs. Merci, c'est ça que je cherchais. Exactement. Laurent, Vas-y, je te laisse est-ce que tu as des enchaîner. choses en commun? Ouais, alors effectivement, je trouve que quand on passe de un peu n'importe quel métier en fait à product designer, je pense que le challenge c'est vraiment monter en compétence sur la partie UI parce que il y a moins de ressources en fait que pour l'UX. Honnêtement, si on la partie, enfin bon après ça dépend ce qu'on met dans les cases et chacun a un peu ses propres définitions, mais disons cette partie idéation, recherche utilisateur, etc. Je trouve qu'elle est hyper bien documentée. Il y a plein de blogs. Enfin, il y a aussi un overlap avec product management. Du coup, il y a les ressources product management qui parlent aussi de ça. Donc c'est assez facile. Enfin, en tout cas, j'ai trouvé que c'était la partie facile. Et par contre, effectivement, la partie UI, bah, c'est là où il faut avoir une expertise qui est quand même vachement spécifique à ce métier. Et autant, bah voilà, il y a plein de ressources produits et plein de ressources peut-être graphic design, mais il n'y a pas tellement de super ressources UI design.
Donc pour moi, c'était un peu la partie difficile. Et en plus, c'est une partie qui est super importante parce qu'en fait, personne n'a envie d'avoir un designer qui fait des trucs moches, quoi. Et après, enfin, bon, lui, c'est pas faire des trucs beaux nécessairement, mais c'est faire des trucs qui marchent très bien. Et en fait, il y a plein de théories, plein de règles, plein de choses à savoir et sur lesquelles monter en compétences. Voilà. En l'occurrence, moi, je l'ai fait. Un truc que j'avais trouvé mortel, c'est un type qui s'appelle Eric Kennedy, qui est justement, qui était pareil, dev ou PM, je sais plus avant, et qui est devenu product designer et qui s'est mis d'abord à écrire des blog posts et ensuite à créer un cours qui est vraiment hyper bien. Du coup, pour les gens qui cherchent à faire ça, moi, je le recommande vivement. C'est assez cher, je crois, mais si votre boîte vous le paye, ou même pas d'ailleurs, franchement, ça vaut son argent. Je mettrai dans le chat si je retrouve. Voilà. Pour le reste, faut travailler aussi, mais c'est plus facile d'accès, quoi. Tu parlais tout à l'heure de livres, je sais qu'il y a eu des questions là-dessus, justement. Est-ce que tu as d'autres choses à recommander, justement, pour ceux qui n'ont pas quelqu'un pour les accompagner, des ressources accessibles, justement, sur tout ça? Ouais. Quand j'étais PM, le premier bouquin de design, c'était Don't Make Me Think de Steve Krug, qui est super facile à lire et hyper basique, mais en fait qui est plein de bon sens. Et j'avais vraiment bien aimé cette introduction, mais je dirais peut-être la Bible pour le design. Et bon, j'imagine que chacun a son avis. C'est The Design of Everyday Things de Don Norman. Bon, voilà, je pense que c'est le truc à lire, quoi. Après, il y en a des milliards sur des sujets plus précis et tout, mais je pense que quand on s'intéresse au job et qu'on veut passer à ça, je pense que c'est des bons basiques. Voilà. On a tous hoché la tête quand tu as dit ça, donc déjà, c'est bon signe. J'en ai plein d'autres, si vous voulez, mais je les écrirai peut-être dans Tu pourras les écrire dans le chat, il y a des questions aussi, on reviendra dessus sans problème. Merci Laurent. LV, ton côté, monter en compétences? Yes. D'abord, je suis assez d'accord avec Laurent. En tant qu'ancien product designer, l'UI, c'est très dur à apprendre, ça prend du temps. Et c'est un peu la bête noire. En tout cas, c'était ma bête noire en tant que junior product designer. Donc, je te rejoins pas mal là-dessus. Et d'abord, pour commencer un peu sur comment j'ai organisé ma montée en compétences, c'est un petit peu comme Justine aussi. J'ai beaucoup appris sur le tas. J'avais la formation qui était un peu plus en interne pour le coup, mais après en avoir discuté avec les membres produits un petit peu plus seniors de ma boîte, on m'a dit en fait tu verras, ça s'apprend sur le tas. Et en fait effectivement ça s'apprend sur le tas. Et en lisant quelques livres, je peux conseiller notamment Inspire. J'ai un gros trou de mémoire sur l'auteur malheureusement, mais je vais essayer de vous le retrouver, de vous le mettre dans le chat. Merci beaucoup. Je savais que c'était un nom américain. Magnifique. On pensera à vous les écrire dans le chat, pas de souci aussi. Yes. Et du coup, sur les compétences, il y en a 3 principales. La première, c'est la communication. On doit communiquer beaucoup quand on est product manager et c'était quelque chose que je faisais un petit peu moins avant, où j'étais un petit peu moins doué. Et c'est vraiment la compétence, voire la compétence phare d'un product manager. Donc, j'ai dû vraiment monter plutôt écrire ou plutôt les deux. Ouais. Les deux, la communication, elle se fait par écrit et par oral. Mais plus oral pour le coup, parce que je fais beaucoup de présentations à différents pôles, tu vois, au sales, au customer success, etc. C'est un peu parce que j'ai un scope onboarding et du coup ça touche pas mal de pôles. Mais du coup je fais beaucoup de communication orale, beaucoup de présentations. Il faut être succinct, faut se faire comprendre, faut réussir à vendre un peu son projet. Et c'est très important en tant que product manager de pouvoir faire ça. Et effectivement, la communication écrite, mais la communication écrite, c'est plus c'est plus défini, c'est plus des specs ou ce genre de choses. Et ça, on apprend un petit peu plus sur le tard une fois qu'on a compris comment ça marchait, quel était le modèle, et qu'on a la logique, ça vient un petit peu plus naturellement. Et dernière chose, c'est sur la data.
j'utilisais assez peu la data en design, en tout cas pas assez. Et en tant que product manager, c'est hyper important d'utiliser la data et c'est hyper puissant parce qu'en fait, ça permet de rendre tes choix hyper concrets et de pouvoir tout justifier. Et à partir du moment où tu justifies avec ta data, on peut pas trop remettre en cause ta problématique. Et du coup, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'ai dû monter en compétences, gagner en autonomie. Et ça m'a permis vraiment de pouvoir être un meilleur product manager sur ce niveau-là. Et en termes de data, ça dépend un peu de la boîte dans laquelle vous êtes. Mais nous, on utilise un outil que j'adore qui s'appelle Looker. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un outil qui est racheté par Google qui permet en fait de rassembler toute la data que vous avez dans la boîte et pouvoir facilement faire des analyses, etc. sur votre produit. Et c'est quelque chose du coup qui apporte beaucoup en tant que product manager. Je te rejoins pas mal sur tout ça aussi. Je pense que c'est à peu près les mêmes choses sur lesquelles j'ai dû monter en compétences. Ce qu'on retient en tout cas de tout le monde, et sur quoi aussi je rejoins tout le monde, c'est le fait que y a beaucoup de ressources aujourd'hui qui existent, beaucoup déjà gratuites, certaines qu'il faut payer. Donc ça, essayez de vous appuyer sur donc plutôt votre entreprise dans laquelle vous êtes, si elle peut justement, si vous souhaitez y rester et si elle est en phase avec vous pour votre évolution. Mais sinon, il y a plein de ressources. Donc là, il y a déjà Laurent qui a commencé à vous lister tout ça dans le chat. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour là-dessus. On pourra aussi vous en partager d'autres. Et après, il y a beaucoup de choses sinon qui se font, bien sûr. Il faut pratiquer, il faut oser y aller et tester des choses. C'est comme ça qu'on apprend. Hein. Même si on fait des erreurs, c'est pas grave. Hein. C'est comme ça que ça se passe la majorité du temps. Donc lancez-vous là-dessus. Si vous pensez que vous devez monter en compétence sur quelque chose, faut y aller. Donc par vous-même et en pratiquant. Donc, avant de faire ce webinaire, donc avant qu'on se retrouve tous aujourd'hui avec vous, on a échangé déjà tous les 4 et on s'est dit, tiens, il y a des choses quand on arrive à ce nouveau métier, quand on est dans le vif du sujet, il y a des choses qui nous ont surprises, on a eu des découvertes, des choses qui nous ont manqué de notre ancien métier ou alors au contraire qui nous ont pas du tout manqué. Donc, je vais laisser Laurent commencer sur ce sujet-là, vous parler justement des choses surprenantes découvertes à l'arrivée. Je me fais afficher direct. Ouais, alors que, autant product designer, il n'y a vraiment rien que j'ai trouvé différent de ce à quoi je m'attendais. Product manager, j'ai été assez naïf. En gros, la raison principale pour laquelle moi j'ai fait le switch, c'était tu penses que tu vas avoir plus d'impact, que tu vas pouvoir prendre des meilleures décisions que pas forcément les meilleures décisions que les gens qui l'ont fait avant toi, mais en tout cas, tu penses que tu vas pouvoir prendre des décisions qui ont des bons résultats, etc., etc. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, c'est comme l'a dit un peu Victor, il y a une énorme partie qui est communication, voire politique, qui est pas à négliger, quoi. Et en fait, c'est pas trop. On en avait parlé tous les 4, mais il y a cette analogie qui traîne sur Internet, qui est souvent mentionnée, qui est le product manager, c'est le CEO du product. Non, quoi. Product manager, c'est ça reste un contributeur individuel. Il fait beaucoup de travail préliminaire pour proposer des choses, et après, autour de ça, il y a un CPO, un CEO, des sales, il y a des milliards de stakeholders à gérer. Et ça, je n'avais pas cette conscience de peut-être la complexité de cet environnement à gérer et peut-être de la quantité de ressources ou de temps qu'on y alloue, quoi. C'est-à-dire, on passe pas tout notre temps à parler aux utilisateurs et s'amuser avec le product designer, quoi. C'est plutôt je sais pas ce que c'était votre ratio pour vous, mais c'est bien moitié-moitié, quoi. Donc voilà. Et donc pour les gens qui sont peut-être parfois comme moi un peu impatients ou frustrés par ce genre d'overhead, c'était pas une bonne expérience, quoi. Donc voilà, pour ceux à qui ça fait plaisir, c'est génial. Mais du coup, moi, c'était aussi une des raisons pour lesquelles après, je me suis rendu compte que le fit, pour moi, c'était plutôt le design. Et c'était une grande partie à ce sujet-là qui a contribué à ça, quoi. Voilà. Au final, ça t'a bien orienté justement vers quelque chose qui te convient le mieux. Ouais, non, c'est ça qui compte.
Mais tu vois, c'est juste, en fait, personne n'en parle tellement. Même si tu suis, tu sais, tous les mecs ou les filles, bien sûr, qui, disons, product Twitter, quoi, ils mettent sans cesse des conseils sur la stratégie, comment bien choisir tes features, tes problèmes, etc., etc. Parce que c'est la partie intéressante. Mais du coup, ils te disent pas, en fait, il y a un énorme coût fixe à faire fonctionner ton équipe produit avec le reste de la boîte, et qui est la réalité du job, quoi. Donc voilà. Cette partie stratégique-là et tout le relationnel derrière, tout ce que ça engendre, c'est vrai qu'on n'en parle pas assez, effectivement. Mais ça fait vraiment partie intégrante du job et faut être prêt aussi à ça. C'est pas fait pour tout le monde et après, c'est ainsi, hein, il y a d'autres métiers qui existent, qui sont moins stratégiques aussi. Hein. LV, est-ce que tu vas enchaîner là-dessus, justement, toi? Est-ce que tu as des choses... Yes, je te rejoins complètement. Moi, je me rejoins un peu tous les deux. C'est quelque chose qui m'a un peu surpris en tant que product manager. C'est une grosse quantité de travail. Effectivement, c'est communiquer. Le product manager est un chef d'orchestre des différentes personnes dans la boîte pour amener la meilleure solution. Donc, étant ce chef d'orchestre, étant du coup la personne qui s'occupe d'un scope donné, ça intéresse beaucoup de personnes dans la boîte. Donc, on se doit de faire beaucoup de communication. Pour vous donner un peu une image concrète, j'ai regardé hier, mais j'ai environ 25 heures de meeting par semaine, juste potentiellement dédié à la communication. Donc, c'est beaucoup. Après, on aime, on n'aime pas. Moi, c'est quelque chose que j'aime. J'aime bien communiquer, j'aime bien pouvoir être hyper curieux. Je pense qu'il faut aussi, pour aimer ça, il faut être hyper curieux, il faut aimer parler à différentes personnes, aimer récupérer des insights, etc. Mais comme tu le dis, c'est pas pour tout le monde. Et tu as parlé d'une autre chose aussi, du produit. Ce qui peut paraître un petit peu surprenant, c'est que le product manager n'est pas un manager. Et quand on voit ce métier pour la première fois, on se dit, en fait, c'est quelqu'un qui gère, qui est manager du produit. Mais non, du tout. C'est quelqu'un qui sera un chef d'orchestre et qui va, du coup, récolter un petit peu les feedbacks pour pouvoir amener les meilleures solution definition. Et il y a une grosse partie individual contributeur. Donc, c'est moitié individual contributeur, moitié chef d'orchestre d'un scope. Et oui, effectivement, c'est quelque chose qui m'a un peu surpris. Du coup, effectivement, la quantité de communication qu'on doit faire en tant que product manager. Effectivement, ouais, il y a cette partie-là, on ne se rend pas trop compte qui ressort chez tous les deux. Est-ce que Justine, tu es aussi alignée là-dessus? Et après, est-ce que tu as d'autres choses justement que tu veux partager, des choses manquantes, qui ne te manquent pas ou qui te manquent aujourd'hui? Ouais, je suis complètement alignée sur la partie communication, sachant qu'en plus, le fait de communiquer, de prévenir les gens, de les impliquer dans les sujets et de le faire suffisamment en amont, etc., c'est ça qui va faire qu'éventuellement, ce que tu vas proposer, ça va fonctionner, ou en tout cas, on va l'entendre, on va l'écouter, etc. Donc, clairement, c'est quelque chose qu'il faut faire tout le temps, sans forcément avoir tout de suite des résultats. Mais voilà, il faut continuellement montrer, et puis surtout aussi montrer les avancements qu'on a, les gains qu'on a. Parce que c'est ça qui va faire qu'après, on va vous faire confiance en disant « Ok, d'accord, tu as fait ce choix-là, ou peu importe, et puis tu as appris, et puis tu sais ce qui marche, tu sais ce qui marche pas, tu deviens un peu expert sur ton produit, et du coup, le coup d'après, on va te faire confiance aussi. » Donc, oui, je suis entièrement d'accord. Moi, en fait, j'avais plus peur que ça me manque, et finalement, ça me manque pas. C'était justement en tant que PM ou PO, on a un petit peu un rôle central, comme tu disais, LV, et aussi, mine de rien, ça dépend des cas, ça dépend des contextes, ça dépend des fonctionnalités, mais aussi un rôle de décideur là-dedans. C'est-à-dire qu'au final, moi, je trouvais que j'étais quand même assez libre, enfin, dans une certaine mesure, pour choisir des fonctionnalités, définir les priorités, etc., même s'il y avait des choses qui tombaient parfois qu'il fallait faire. Mais j'avais cette liberté-là, j'avais ce rôle décisionnaire, etc., le mot de la fin. Et j'avais peur, en fait, que en ayant plus ce rôle-là au sein de l'équipe, ça me manque. Et en fait, non, ça ne me manque pas du tout. J'avoue que ma contribution, elle est un peu différente pour le coup. Et c'est peut-être lié aussi à l'organisation de l'équipe dans laquelle je suis. Mais en l'occurrence, ma contribution, elle est
différente, mais elle est à la même hauteur que le PO pour le coup. Et donc, du coup, je suis tout à fait à l'aise comme ça. Du coup, j'ai moins à communiquer pour vendre effectivement ce que je veux faire, etc. Mais par contre, je pense qu'il y a quand même beaucoup de communication autour du rôle du product designer, justement pour montrer aussi cette valeur qu'on va apporter avec nos... Aussi, comme tu disais en fait tout à l'heure, Elvé, le fait qu'il faut montrer quand même que ce qu'on a, ou je sais plus si c'est toi Laurent, mais que la solution qu'on propose elle marche, il y a aussi à communiquer quand même mine de rien là-dessus et montrer que ça marche et montrer qu'on avance sur les sujets et aussi quand il y a les phases de recherche qui sont longues, essayer de communiquer aussi là-dessus pour montrer ça prend du temps, mais c'est nécessaire, ça prend du temps, on avance quand même, etc. Et de communiquer là-dedans. Donc je pense qu'il y a quand même aussi pas mal de communication avec le design. Ouais. La communication, elle est phare vraiment à chaque étape. Je pense que dans le rôle déjà de partout, hein, quel que soit le métier qu'on fait, on se rend compte que communiquer et rendre visible, c'est vraiment quelque chose qui fait part de tout. C'est ça qui va montrer justement et faire que le produit fonctionne bien, quoi qu'il arrive. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est vraiment dans les choses que tu dis qui manquent pas. Je pense que ça dépend après à chacun. Donc là, il y a Justine qui a donné son point de vue. Du coup, je parle à tous les participants. Ça va dépendre de vos appétences. Après, il y a des choses que vous allez préférer, d'autres que vous allez moins apprécier. Et peut-être que vous allez vous en rendre compte justement en changeant de métier, qu'au final, il y a des choses qui sont moins importantes. Ou le fait de découvrir des choses totalement nouvelles, vous allez dire, je préfère ça, ou alors j'en oublie les autres choses que je faisais avant. Mais on ne peut pas vous dire à 100% c'est ça qui va vous manquer ou ça qui ne va pas vous manquer. Ça dépend vraiment de tout un chacun. On a chacun nos appétences, même si on a les métiers similaires. Ça va dépendre vraiment d'aussi votre parcours, votre expérience et voilà, votre personnalité. Et autre sujet sur la stratégie qu'on a beaucoup évoqué, la communication. Effectivement, j'ai vu qu'il y avait des questions entre PO et PM. C'est vrai que le PM, il a un rôle beaucoup plus stratégique qu'un PO, justement. Ça fait débat, donc je réponds un peu en avance à cette question que j'ai vu passer. Ça fait beaucoup de débat, justement. On va pas rentrer dans le débat là maintenant. Mais effectivement, le PO va être plus au quotidien, on va dire, plus proche potentiellement des équipes, dev, design, et ainsi de suite. Et le PM a un rôle beaucoup plus stratégique, donc beaucoup de communication, comme ils ont pu l'évoquer auparavant. Donc voilà, après, les différences que vous pouvez retrouver là-dedans, mais après, ça dépend des contextes aussi, des entreprises. Des fois, il y a des raccourcis qui sont employés suivant les entreprises. C'est fait ainsi parce que c'est encore des métiers qui sont assez récents, surtout en France. Donc, il peut y avoir des fois des choses très proches. On peut faire un métier de PM alors qu'on est PO et inversement. Donc, ça va dépendre du contexte là aussi. Donc, je pense que ça ne va pas totalement vous aider, mais c'est la réalité du terrain, malheureusement. Donc, on a beaucoup parlé de plein de choses différentes. Donc, on a remis les bases sur ce qu'on faisait tous actuellement. On a parlé de notre parcours. On a parlé justement des montées en compétences qu'on a commencé à évoquer. On a parlé de des choses qui avaient pu nous surprendre. Donc, on a même parlé des choses qui peuvent être négatives. Il n'y a pas de mal à ça. C'est vraiment la réalité qu'on vous partage aujourd'hui avec ce retour d'expérience. Pour terminer, avant de passer aux questions, on va tous terminer par un peu les conseils et bonnes pratiques qu'on aurait à vous donner, à vous tous qui êtes présents aujourd'hui. Je vais commencer pour ma part. Déjà, avant toute chose, il faut être curieux et il faut savoir oser, même si c'est difficile. Il faut tester des choses, il ne faut pas avoir peur de se tromper, il faut se lancer. N'hésitez pas. C'est bien, comme j'ai pu le dire, d'avoir quelqu'un pour vous accompagner, c'est d'avoir un mentor, mais ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez vous débrouiller par vous-même, comme l'a dit aussi Laurent. Il y a plein de possibilités. Après, ça va dépendre de tout un chacun, dans quel environnement vous voulez évoluer. Vous pouvez autant évoluer et vous lancer en changeant totalement de boîte, vous pouvez rester au sein de la même boîte. Il suffit après de prendre confiance et oser petit à petit, soit du jour au lendemain, soit petit à petit à vous renseigner sur d'autres choses, commencer à apprendre et tester même déjà dans votre quotidien, même si vous avez toujours le même métier, vous pouvez déjà tester, expérimenter des choses. Si vous êtes par exemple PM, allez voir les designers et proposer de faire un vie ma vie, de les accompagner pour plus comprendre ce qu'ils font, de les interroger justement. Et pareil, de l'autre côté, vous êtes designer ou faire PM, n'hésitez pas à solliciter ceux de votre entourage là-dessus potentiellement, si vous avez cette occasion. Ou la liste de lecture qui a déjà été partagée aussi dans le chat et les questions. Donc voilà pour ma part, pour mes petits conseils. Et je vais laisser les autres enchaîner là-dessus pour résumer tout ce qu'on s'est dit jusque-là.
Allez, je commence. Moi, je dirais que ce qui est important au début, au-delà du rôle et du poste qu'on veut avoir, c'est vraiment de s'interroger sur ce qu'on aime faire, ce qu'on n'aime pas faire, ce qui nous gêne, ce qui nous gêne pas, ce qu'on n'aime pas, pardon. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé en tout cas. Avant de me dire, même si j'avais une petite idée, mais avant de me dire, voilà, c'est ça que je veux faire, mais vraiment savoir ce qui me plaisait, ce qui me manquait dans mon job actuel, etc. Et ça permet déjà de pouvoir éventuellement s'affranchir juste du poste dans lequel on cherche à aller, puisque comme tu le disais, Laurie, d'une boîte à une autre, les définitions des postes sont différents, le scope qu'on a est différent, etc. Donc ça permettra aussi peut-être même d'orienter le choix de l'entreprise dans laquelle on veut aller. Je pense aussi que, mine de rien, si on a une curiosité pour un métier en particulier, peut-être que c'est au cours des expériences nos expériences passées, qu'on a plus ou moins touché à ça, soit en travaillant avec les designers, soit en travaillant avec des PM ou des développeurs, ou qu'on a commencé à découvrir un peu ce métier-là et qu'on s'est dit, franchement, ça me plaît bien, j'aimerais bien le faire. Et donc, du coup, mine de rien, je pense qu'à travers ces expériences passées, on a quand même acquis un certain nombre de connaissances et de compétences qui ont l'air de rien, mais quand on regarde en arrière, on se dit, ah ouais, mais ça, quand même, je sais le faire. Effectivement, ça, c'est pas l'intitulé pile poil du poste, mais mine de rien, je sais le faire. Et ça, je pense que ça permet aussi de se renforcer un peu et d'avoir un peu plus confiance dans le choix du switch qu'on veut faire, de se dire, ah mais mine de rien, quand même, ça, je sais le faire, quoi. Et donc, ça, je pense que ça peut aider aussi, quoi. Et puis le troisième conseil que je donnerais, c'est, en plus de tout ce que tu as déjà dit, parce que je suis entièrement d'accord avec ce que tu as dit, c'est d'aller voir ses collègues, PM ou designers. Moi, j'ai commencé comme ça. J'ai discuté avec le designer de mon équipe en lui disant, ben voilà, j'aimerais faire ce switch. Donc, est-ce que tu peux m'aider un tout petit peu, me montrer des trucs, je vais tester des choses et tu peux me dire ce que tu en penses, etc. Il m'a vachement aidé, vraiment, il m'a donné plein de chouettes conseils, il m'a même fait confiance sur certains trucs. Et je pense que dans d'autres, c'était au sein de mon équipe en plus, donc du coup, c'était d'autant plus facile de faire ça. Et je pense qu'aller voir les pairs, justement, du métier qu'on cible, ou les communautés, Wheel of Product par exemple, ou d'autres communautés comme ça, des conférences, etc. Et ça permet aussi du coup de se rassurer, de voir les expériences des autres, etc. Donc voilà. Totalement d'accord aussi. Est-ce que LV et Laurent, vous avez des choses à ajouter à tout ça, ou est-ce que vous êtes aussi d'accord? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord sur des choses aussi? Je peux commencer. Effectivement, je suis assez d'accord dans l'ensemble. Je pense qu'on peut un peu conclure en se disant qu'il y a beaucoup de similitudes et qu'il est possible de passer de product designer à product manager. Je pense qu'on est des exemples concrets de cette possibilité et qu'il est pas compliqué en interne, si vous connaissez le produit, si vous connaissez vos utilisateurs, d'en parler. Si vous bossez main dans la main avec votre product manager, parfois votre product manager, ça va l'arranger que vous disiez que vous aimeriez bien faire du product management parce qu'il n'a pas le temps de faire une discovery ou quoi que ce soit, et il aura cette opportunité en tête, et quand l'opportunité arrivera, il sera très content de pouvoir un petit peu vous donner plus de vous faire tester du coup un nouveau scope. Et deux petits autres conseils avant de trouver un métier qui vous correspond. Je pense qu'il est très intéressant de trouver un produit que vous aimez, qui vous parle, parce que c'est dans un produit ou dans une boîte qu'on s'émancipe beaucoup dans ces deux métiers, product designer et product management. Donc, bien prendre le temps de savoir ce qui vous plaît, quel domaine vous plaît, quels sont les problématiques que vous avez envie de tacler en général, et si vous partagez un petit peu les convictions d'une boîte ou cette envie de répondre à une problématique, je pense qu'on sera de toute façon meilleur dans son métier en tant que product manager et en tant que product designer.
et le dernier conseil qui peut faire un peu débat, c'est la meilleure chose pour passer de product designer à product manager, en tout cas de mon expérience, c'est d'entreprendre. Je sais que ça peut faire un peu débat, mais je trouve qu'entreprendre et monter son propre produit, sa propre entreprise, ça permet de comprendre les enjeux business qu'on peut avoir, les enjeux, les impacts produits, les impacts du produit qu'on peut avoir sur un business. Ça nous permet d'itérer très rapidement, donc avoir beaucoup de connaissances produits dans un temps assez court. Donc c'est mon petit conseil perso. Voilà. Est-ce que Laurent, tu veux conclure? Yes. Alors, tu as dit un truc qui est super intéressant à propos de ça dépend pas mal de la boîte, de la culture de la boîte et du produit. Et en particulier, je trouve que ce qui est peut-être une influence énorme sur à quoi ressemble le job, en particulier de PM, pour moi, c'est est-ce que c'est dans une boîte B2B ou B2C. Moi, j'ai fait, du coup, chez Inato, c'est l'exemple peut-être le plus extrême du B2B possible. On travaille dans le milieu de la recherche clinique. Du coup, les clients, c'est que des énormes pharma. Il y a très peu de clients au total. Ils sont tous énormes, etc. Et avant, j'ai fait du e-commerce. Je bossais livraison de courses à domicile où tu as, je sais pas, 300 000 clients actifs ou je sais pas quoi. Et ça n'a rien à voir, quoi. Il y en a qui aiment l'un, il y en a qui aiment l'autre. Pour moi, c'est tellement différent, en fait, qu'il faut pas, je sais pas, par exemple, essayer le job dans une boîte, se dire, ah non, mais c'est nul. Ouais, ça dépend, quoi. Ça dépend du contexte. Peut-être qu'il faut essayer dans une autre boîte. Voilà. Donc ça, c'est, je sais pas, peut-être la pierre que je voulais rajouter. Et l'autre truc, c'est quand on veut faire le changement, du coup, je vais me répéter, mais c'est 1000 fois plus facile de le faire en interne et il faut être transparent, quoi. En vrai, je sais pas si c'est parce que j'ai eu de la chance, mais j'ai l'impression que dans la plupart des boîtes tech, les gens sont ouverts. En plus, c'est hyper dur de recruter des bons designers, des bons product managers. Donc, quand il y a des candidats qui sont un peu, la tête bien faite en interne et tout, en général, les boîtes sont plutôt intéressées, quoi. Et donc, je pense juste manifester son intention au manager, aux gens concernés, ça fait, c'est un bon move. Voilà. Ça, c'est varié, on se rejoint pas mal. Après, pour ceux si jamais vous avez déjà quitté votre boulot et que vous changez, ça se fait aussi, hein, ne vous en faites pas, c'est possible. C'est pas pour faire peur. Voilà, c'est aussi possible, il y a plein de possibilités. Effectivement, il y a plus de facilité dans certains contextes que dans d'autres, mais voilà, c'est aussi possible dans ce sens-là. Et pareil, moi j'aurais dit plutôt culture d'entreprise, valeur d'entreprise que produit, parce que pareil, si vous voulez faire du conseil, c'est possible aussi, hein, vous n'allez pas avoir toujours le même produit. Ça dépend de vos appétences aussi, mais je pense que valeur et culture d'entreprise, c'est plutôt ça qui va vraiment prôner aussi. Il faut que ça vous corresponde. Mais ça, je pense que c'est vraiment dans tous les métiers aussi. Il faut vraiment qu'on se retrouve dans l'entreprise qu'on intègre. Donc, je pense qu'on est plutôt bien pour notre partie conseil et bonnes pratiques. On va passer à la dernière partie qui est donc vos questions. Donc, il y a l'onglet questions qui a été pas trop mal rempli. On a commencé à répondre à certaines, notamment celles donc, sur les livres et les blogs. Donc là, il y a Laurent qui nous a mis pas mal de ressources. Il y en a qui sont passées dans le chat. Donc, on a pour le design et aussi pour le product management. Donc, j'espère que ça vous suffira déjà. Ça fait une bonne base, ce qui a été partagé. Mais n'hésitez pas à nous relancer si vous en voulez plus dans le chat. Ensuite, ce qui est pas mal ressorti, question de Romain. Donc, comment gérez-vous au quotidien le fait de laisser à d'autres des compétences que vous avez en bagage? Où commence le scope des uns et des autres? Où se termine-t-il? Donc, voilà, c'était plutôt une question pour lancer le débat. Il disait, c'est vrai qu'on a commencé un peu instinctivement, nous, à parler de ça. Notamment, Justine, toi, t'en avais parlé, où tu disais qu'il y a des choses qui te dérangeaient pas. Je pense qu'après, je vais commencer à répondre et je vous laisserai enchaîner. Laisser des compétences à d'autres et au niveau des scopes, en fait, c'est pareil, c'est ce qu'on avait commencé à dire, ça dépend. Parce que potentiellement, dans un métier, il y a des choses qui vous plaisent moins, c'est pour ça que vous changez de métier. Après, ça ne veut pas dire que vous laissez tout à l'autre. Vous pouvez, en fonction du contexte, vous pouvez toujours collaborer avec lui, en fait, sur certains domaines, justement, que vous aviez avant, que vous touchiez avant. Et ça fait qu'au final,
vous sentez pas délaissé de tout ça. Donc pour moi, il y a pas de souci. Après voilà, ça va dépendre de vos appétences, de comment vous êtes au sein de la boîte. Si c'est justement une boîte dans laquelle vous étiez déjà avant et que vous changez de métier au sein de celle-ci, ce sera encore plus facile, je pense, comme chacun l'a pu expliquer, de montrer justement que vous pouvez aussi participer à des choses que vous faisiez déjà avant, des compétences justement. Et même dans des nouvelles, après, il suffit juste de montrer justement votre savoir-faire. Et puis après, c'est la communication, il faut en parler et voir justement comment mieux collaborer. Et sans se marcher dessus, bien sûr, hein, c'est de la collaboration. Je pense qu'il n'y a pas de souci à ça et ça va dépendre après de toi, ton côté, Romain, de quoi tu as peur de laisser en face ou pourquoi tu as peur de peut-être des scopes de chacun. N'hésite pas à réagir aussi en direct. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, vous, de votre côté donc, Justine, tu en avais un peu parlé. Je ne sais pas si tu veux rajouter des choses, ou Elvé ou Laurent. Ouais, moi je trouve que cette question est super importante et super intéressante parce que je me retrouve complètement là-dedans. Je me suis posé plein de questions à ce niveau-là. Pas tant est-ce que ça allait me gêner, sauf cette histoire de ownership, mais est-ce que j'allais savoir le faire? Parce que quand ça fait 6 ans que tu fais ce métier-là et que finalement tu vas changer de rôle au sein d'une équipe et que quelqu'un d'autre va avoir ton rôle, est-ce que tu vas savoir faire? Et du coup, pour ça, le fait de définir un peu les rôles de chacun dans ma tête, de me dire, OK, quels sont les trucs vraiment qui sont purs PMPO, et donc du coup, je sais que ça, je vais le laisser. Les choses qui sont purs designer, et donc ça, je vais le laisser. Et quels sont les trucs entre deux, qu'à la limite, on peut très bien se partager et continuer à faire l'un comme l'autre, et puis se répartir les tâches. Et du coup, moi, j'en ai discuté avant, au moment de mon switch, j'ai fait un point spécifique avec le PM de l'équipe pour lui expliquer justement mes craintes et lui dire, voilà, j'avais ton rôle avant, maintenant c'est toi qui l'as. Comment, voilà, ça va marcher, mais voilà, je veux être sûre qu'on communique bien, que si jamais à un moment donné, je sors de mon rôle et que du coup, n'hésite pas à me le dire et tout ça. Et ce qui est marrant, c'est que lui, c'était l'inverse. Il m'a dit, justement, vu que tu sais faire, dis-moi si jamais je te délègue trop certains trucs parce que je sais que tu fais et que tu sais faire. Donc en fait, comme tu dis, il faut communiquer et il faut parler. Et il y a souvent, il y a beaucoup de boulot. Et donc, même s'il y a des choses qu'on aime faire et que c'est pas censé être dans notre job, on peut le faire quand même parce que, mine de rien, on a tous beaucoup de boulot et donc ça aidera tout le monde de le faire quand même. Notamment la data, notamment même un peu je sais pas, de pilotage s'il faut. Il y en a toujours. Voilà. Donc, je me dis qu'au final, on arrivera toujours à faire les trucs qu'on a envie de faire si jamais. Est-ce que Elvé ou Laurent voulez ajouter quelque chose là-dessus? C'est quelque chose que vous avez pu rencontrer, vous, de votre côté? Ouais, moi j'ai un mini retour d'expérience. C'est en gros, en étant passé de product manager à product designer, on laisse quand même pas mal la main sur en gros des décisions plus en amont qui vont nous affecter. Et donc on est presque plus intéressé par ces décisions qu'avant, parce que aussi exemple, quand on nous donne un truc qu'on pense pas pertinent, c'est pénible. Et du coup, en fait, moi, ce que j'ai trouvé assez intéressant, c'est comment est-ce qu'on fait pour un peu évangéliser des bonnes pratiques de produits quand c'est plus trop notre métier. Comment est-ce qu'on fait pour, en gros, aider le reste de l'équipe à monter en compétences, etc. Et en fait, il faut les laisser se tromper un peu, quoi. Parfois, on peut avoir tendance à vouloir contrôler, quoi. On a changé de métier, mais on sait faire, du coup, on a envie de participer, etc. Mais en fait, mon impression, c'est que plus on fait preuve de lâcher prise, et mieux ça se passe, quoi. Donc, bon. Parfait. Elvé? Ouais, juste pour conclure, du coup, de l'autre côté, pour moi, c'était assez spécifique parce que j'ai trouvé que ça s'est fait hyper naturellement.
Parce que j'ai eu la chance d'avoir un expert qui a rejoint qui est product design, donc quelqu'un qui avait plus de seniorité que moi en tant que product design. Et comme la relation product manager et product designer est très importante, on collabore beaucoup, on passe beaucoup de temps ensemble, on apprend rapidement à se connaître. Et si on fait confiance à cette personne, en fait, il n'y a pas de friction, il n'y a pas de problématique, je trouve. Il y a pas l'idée de c'est toi qui as fait le choix ou c'est moi qui ai fait le choix. C'est vraiment, on essaie de faire le choix le plus ensemble possible. Et du coup, ça élimine un petit peu ces frustrations. Donc, moi, j'ai un petit peu moins ressenti dans l'autre sens. La collaboration et communication reste maître dans tout ça, hein, d'après tout le monde. On espère du coup qu'on a bien répondu à celle-ci de questions. On va enchaîner. Entre-temps, il y en a une qui est remontée de questions qui était sur la différence entre PO et PM, où du coup, Laurent a déjà répondu. Donc, effectivement, PO, c'est plus quelque chose qui sort vraiment de Scrum. Et comme on disait tout à l'heure, il y a débat là-dessus. Hein. Il y a vraiment, ça dépend de pas mal de choses. Et effectivement, PM est plus un niveau stratégique, on est un peu plus haut, et PO un peu plus bas, on va dire, dans le sens où il est plus proche des équipes. Après, pareil, ce qu'on disait, ça dépend des structures, ça dépend si on utilise Scrum, ça dépend si l'entreprise préfère utiliser tel ou tel terme. Hein, mais dans tous les cas, c'est des choses qui sont quand même très proches, ça c'est sûr. Mais voilà, stratégie un peu plus d'un côté, un peu plus côté opérationnel de l'autre, malgré tout. Est-ce que, du coup, vous voulez compléter ça, Justine et LV? Comme tu disais, ça dépend un petit peu des boîtes. Grosso modo, je suis entièrement d'accord sur le côté un peu plus opérationnel des PO. Il y a des boîtes qui ont PO et PM. Il y a des boîtes qui ont que des PO. Enfin, c'est le cas de VP, en l'occurrence, il n'y a pas de PM. Mais il y a quand même une forte composante opérationnelle quand même, c'est-à-dire être vraiment au centre des équipes. Dans la boîte où j'étais avant, il y avait des PM qui, eux, étaient pas du tout proches des équipes de dev, mais pas du tout. C'est-à-dire que c'était vraiment pur business, c'était pure stratégie. Et donc, du coup, il y avait même pas trop proche des utilisateurs, un peu plus proche de l'avant-vente quand même, mais pas tant que ça. Et effectivement, c'était bien le rôle du PO d'être vraiment ce carrefour entre le besoin business, le PM représentait le business en fait pour moi. Donc ce carrefour entre le business, les utilisateurs, l'avant-vente, les équipes techniques, et donc nettement plus à ce carrefour-là. Dans la structure où il y avait les deux, effectivement, il n'y avait pas du tout ce lien avec la technique de la part des PM. Ouais, je vais juste rebondir rapidement dessus. C'est assez intéressant d'avoir un peu votre retour. Je pensais, pour moi, un PM faisait les deux. C'est aujourd'hui ce qu'on fait chez Spendesk. Le PM s'occupe de la stratégie, va définir sa roadmap, etc. Et va aussi être proche des équipes et faire un petit peu du suivi de projet. Et on n'a pas justement cette différenciation. On n'a pas de PO, on a juste des PM qui ont du coup une squad, mais je pense que c'est des sujets un petit peu plus organisationnels. Nous, on a une squad avec un PM dédié, un designer et des développeurs. Et le PM fait de la stratégie et en même temps, il fait le suivi de projet. Et en même temps, la communication, donc beaucoup de choses. mais oui, on a un peu un truc différent, donc c'est intéressant d'avoir un peu votre retour là-dessus. Pour le coup, c'est un peu plus le rôle des PO chez VP, c'est-à-dire effectivement de construire la roadmap avec une composante business, comme il y a beaucoup de stakeholders, effectivement, la stratégie, c'est pas la maîtrise 100% de la stratégie de son produit parce que vraiment il y a des besoins business très très forts par ailleurs. Mais ouais, du coup, c'est pour ça que ça dépend vraiment de l'entreprise dans laquelle on tombe en fait. Effectivement, là, tu as le cas où toi, c'est que PO chez toi pour VP, toi, LV, c'est que des PM. Au final, vous faites les mêmes choses, hein. C'est juste que le terme, la terminologie est différente, ça va dépendre des boîtes. Et après, il y en a qui ont des PO et des PM, et dans ces cas-là,
effectivement, on se retrouve plus avec le PM stratégie, le PO plus opérationnel, mais on peut avoir qu'un seul des deux, et dans ces cas-là, il prend les deux casquettes aussi, ou alors peut-être qu'il y a un rôle encore au-dessus quand il y a un PO. Mais ça dépend de l'organisation de l'entreprise. Il y a plusieurs possibilités, hein. Il n'y a pas forcément de bonnes réponses à ça, mais il faut savoir avoir cette vision stratégique et aussi opérationnelle. C'est ça au final qu'il faut retenir. C'est bien mieux justement pour faire son travail là-dedans. Bon, Laurent, vu que tu avais répondu, je pense que c'est bon. Ça va. Ensuite, on avait une question justement, c'est une autre compétence. Donc, faut-il avoir fait de la tech pour réussir dans ces métiers? Donc là, on a 2 qui ont déjà fait de la tech, donc ça va plutôt être pour Elvé et moi. Pour ma part, j'en avais pas fait vraiment, non, j'en avais pas fait du tout à la base, hein. Et je suis arrivée là-dedans. En plus, j'avais même pas fait vraiment de digital non plus, donc c'est assez particulier. Mais non, faut pas avoir fait de la tech en fait. Il n'y a pas besoin. Il y a plein d'autres choses. Déjà, en plus, si vous avez fait du design ou voilà, c'est déjà une des autres casquettes avant, c'est déjà un plus. Si vous l'avez pas, c'est pas grave. Vous avez potentiellement fait autre chose qui vous aide à mieux comprendre avec qui vous travaillez, vos équipes, vos parties prenantes. Après, si vous souhaitez justement en savoir plus, mieux communiquer, vous pouvez faire le choix d'être formé là-dessus. Moi, je sais que personnellement, j'ai eu envie de mieux les comprendre, de mieux communiquer avec les équipes côté dev. Et du coup, j'ai demandé à être formé là-dessus, j'ai été formé là-dessus. Mais après, c'est un choix personnel, c'est pas obligatoire. Vous pouvez vous en sortir très bien sans avoir fait de la tech. Il y a plein d'autres choses que vous pouvez savoir justement qui vous aident au quotidien. Et c'est pas essentiel. C'est pas que de la tech dans ce milieu-là. Il y a des choses qui peuvent être aussi vulgarisées, être comprises de tous, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des rôles comme ça de PM aussi qui servent à faire mieux comprendre les choses, quel que soit le métier. Elvé, est-ce que tu veux enchaîner là-dessus, toi qui as un profil un peu similaire? Je suis complètement d'accord avec toi. Effectivement, c'est un sujet de communication. Tu es un peu le chef d'orchestre. Désolé, j'utilise beaucoup cette expression du business, du design et du tech. Donc, c'est toujours mieux si tu sais comment, si tu sais comment marche le business. C'est toujours mieux si tu sais comment marche le design et la tech. Sauf que tu as toujours des personnes aussi qui sont proches de toi pour pouvoir te conseiller. Tu as des développeurs dans ta squad généralement. Donc, tu peux juste pouvoir leur demander conseil, etc. Donc, non, tu n'as pas forcément besoin de ces compétences. Tu peux être même product manager et sortir d'un métier complètement différent. Tant que tu as un petit peu le mindset, effectivement, tu peux, en tout cas, c'est un peu ma vision de la chose, tu peux exercer ce métier. Ouais, ce qui est intéressant, c'est effectivement, tu t'appuies sur l'expertise de ton équipe. Au final, il faut lui faire confiance à ton équipe. Et chacun a ses expertises et on peut s'appuyer sur les autres et il n'y a pas besoin de connaître tout ce que fait l'autre personne, hein. C'est pas un problème du tout. Hop. J'ai un truc à ajouter peut-être. Alors, je suis complètement d'accord. Moi, je suis mal placé pour dire qu'on n'a pas besoin de faire de la tech parce que c'était avant, mais effectivement, on n'a pas besoin d'être technique. Par contre, je pense que être familier de genre l'écosystème, de plein de produits, c'est vachement important quoi, pour un peu développer l'intuition en gros quoi, l'intuition produit si on peut appeler ça comme ça, connaître plein d'autres produits, avoir bossé dans la tech voilà, c'est un plus quoi, c'est vraiment important. Et être pas technique, ça marche très très bien si on inclut les devs quoi. Si on bosse en tunnel tout seul sans inclure les devs et qu'on n'est pas technique, ça va mal se passer. Ouais, c'est des choses qui arrivent et on voit après le résultat et c'est pas bon. Le produit va mal. Donc voilà, faut qu'il y ait un aspect tech dans le produit justement, il faut communiquer, c'est ça qui prône. Alors, ça me bouge pas mal au niveau des réponses de ceux qui ont voté. Question suivante. Alors, ça rejoint justement, je pensais que quand tout à l'heure tu parlais de data dans les compétences LV. Question de Laura. Hop, démarrer la réponse en direct. Justement, qui entre l'UX et le PO doit chercher et analyser les datas? PO pour briefer l'UX ou alors l'UX quand il peut, quand il commence à étudier son brief? Moi, j'ai un avis là-dessus. Tu veux que je te laisse commencer à lever cette fois-ci pour changer? Oui, si tu veux. Alors, il y a différents types de data déjà. Il y a ce qu'on appelle la data quantitative.
Donc là, ça va être de la data sur l'ensemble de tes clients, avoir un échantillon assez global, comprendre l'ensemble de l'usage du produit de tes clients. Donc là, en gros, pour donner quelque chose de plus concret, tu vas faire ça sur des gros Excel où tu vas voir tout ce que font tes clients. Et ensuite, il y a la data qualitative où là, l'idée, c'est d'aller voir moins de personnes, un échantillon beaucoup plus réduit, mais d'avoir des feedbacks qui vont beaucoup plus loin. Donc, généralement, on parle d'interview, par exemple. Tu vas voir tes clients et tu leur poses plein de questions sur une feature ou un besoin pour essayer de mieux le définir. Donc déjà, il y a un peu cette différenciation. Généralement, ça dépend de la boîte, mais tu as un petit peu plus de data quantitative qui va chez le PM et data qualitative chez le product manager ou l'UX designer qui a une meilleure appétence pour pouvoir du coup conduire cette recherche de data quantitative. Il y a autre chose, il y a aussi au niveau du cycle de produit. On a parlé de stratégie, etc. Quand tu définis ta problématique, généralement, c'est un petit peu plus le product manager qui va faire ça, un petit peu en amont. Et généralement, c'est un petit peu plus le product manager d'aller chercher la data. Alors que quand tu vas sur la solution et que tu essaies de définir quelle est la meilleure solution, généralement, c'est un petit peu plus le product designer parce qu'il a potentiellement commencé à faire des maquettes, etc. C'est plus le product designer d'aller chercher de la data. Il y a différentes façons de faire. On a parlé notamment, je crois que c'est toi, Justine, qui parlait d'A/B testing, etc. C'est une façon d'aller chercher de la data pour le product designer. Et du coup, tu as un petit peu cette séparation entre ces deux parties et ces deux types de data, je dirais, bien que un product manager peut aller chercher de la data qualitative et un product designer peut aller chercher de la data quantitative, mais tu as une petite séparation parfois un peu dans ces scopes-là. Je suis pas totalement d'accord de mon côté. Enfin, c'est pas exactement ça, mais c'est dans le sens où il arrive où il y a des designers qui sont experts justement des data et qui sont plus aussi à la fois quanti et quali. C'est possible, mais dans ces cas-là, après, ça peut aller dans les deux sens. Les deux peuvent être aussi experts l'un que l'autre. Ce qui compte, c'est qu'il faut pas prendre la tâche de l'autre non plus. C'est pareil, c'est encore un sujet de collaboration. Ce qui est important pour moi, c'est plutôt que fait, les deux doivent avoir le même niveau de visibilité sur la data parce que c'est vraiment clé justement pour mesurer, pour trouver les bonnes solutions derrière, pour savoir vers quoi s'orienter, comment prioriser et ainsi de suite. Donc pour moi, dans tous les cas, il faut avoir le même niveau de visibilité dessus. Après, selon les contextes et les compétences de chacun, des fois, c'est vraiment comme l'a dit LV, des fois, chacun peut avoir les mêmes compétences et du coup collaborer et puis s'organiser comme il le semble plus logique et pour travailler là-dessus. Et des fois, un designer peut faire toute la data et après la transmettre justement au PM ou inversement. Mais dans tous les cas, il faut que ce soit visible, partagé pour pouvoir vraiment prendre des actions derrière qui soient liées à celle-ci. Et les actions, de toute façon, il faut que la connaissance soit des deux côtés pour les prendre. Ça, c'était mon avis. Après, je ne sais pas ce que vous en pensez, Justine et Laurent, sur ces points. Je pense que ça va dépendre des contextes, une fois de plus, mais y a pas mal de réponses encore. Moi, je pense que les deux doivent s'intéresser à la data parce qu'ils construisent un produit et d'une manière ou d'une autre, il faut s'assurer que le produit répondre à un besoin et qui est en face des utilisateurs qui ont envie d'utiliser et qui l'utilisent au mieux. Donc, pour moi, il faut les deux. Par contre, c'est vrai que si jamais on ne peut pas tout faire, je dirais que le product manager va peut-être s'occuper un peu plus de la data business, c'est-à-dire peut-être le nombre d'utilisateurs et certaines KPI comme ça qui permettent de s'assurer est-ce que mon produit il apporte, il grandit, il grossit, est-ce qu'il est sain, est-ce qu'il fonctionne bien. Il y a aussi la maturité de son produit, il y a le niveau de stabilité, la robustesse de son produit. Il y a pas mal de choses comme ça qui permettent de surveiller que son produit est en croissance ou en tout cas qu'il est en bonne santé, quoi. Et qu'il rapporte finalement, parce que c'est un peu ça aussi le but, qu'il rapporte de l'argent à l'entreprise, quoi, ou en tout cas, voilà. Donc, s'il y avait à choisir, je dirais qu'effectivement, le PM, il va s'orienter plus vers ce type de data-là.
et que le product designer, il va s'occuper un petit peu plus des utilisateurs, et donc effectivement, est-ce que cette fonctionnalité elle est correctement utilisée, enfin elle est utilisée, est-ce que si je la mettais comme ça, elle serait plus utilisée parce que elle répondrait plus à des besoins. Donc ça ça peut être plutôt quanti, et puis après il y a toute la partie qualité. Mais en vrai, je pense quand même que on peut pas tout gérer, mais il faut que les deux soient au moins un tout petit peu curieux de l'autre. Parce qu'au final, on fait un produit, donc il faut que ça réponde à un besoin, il faut que ça fonctionne, que les utilisateurs soient contents, et que derrière, ça rapporte, mine de rien, de l'argent. Je sais, c'est pas très cool à dire, c'est pas très sexy à dire, mais c'est la vérité quand même. D'ailleurs, il y a aussi des postes de data analyst, scientist, et ainsi de suite, pour qui gèrent aussi la partie plus data quanti. C'est la même chose. Après, il faut être curieux, il faut aller voir, il faut que ce soit visible et partagé. Il y a aussi des spécialistes de la data. Il n'y a pas que UX et PO dans certaines boîtes. Il y a ceux-là aussi qui sont présents, il ne faut pas les oublier. Laurent, est-ce que tu as quelque chose à ajouter là-dessus, de ton côté? Allez, je vais essayer d'être très bref. C'est intéressant parce qu'on parle souvent de data, et du coup, je pense dans la tête des gens, ce que ça évoque, c'est particulièrement la partie quanti. Mais pour moi, la partie quanti, elle est tellement moins importante dans notre job. Si on veut pouvoir faire un excellent job que ce soit de product management ou de design, il y a ce fameux, je suis désolé, je vais utiliser plein de mots anglais, ça va être horrible, mais il y a ce terme qui traîne un peu partout, qui est le fameux deep understanding of the customer. Et ce truc, il vient pas des A/B tests. Un A/B test, il nous dit si les gens préfèrent le bouton rouge ou le bouton bleu. Il ne dit pas qu'est-ce que la personne essaye de faire, pourquoi. Et il n'y a que en comprenant ces choses qui sont qui sont à un niveau de détail vraiment très bas, qu'on arrive à faire du bon produit. Et donc, du coup, en fait, vraiment, ce qu'on cherche, c'est pas vraiment... les data, c'est hyper intéressant pour mesurer des impacts et pour faire des choix, mais pour faire vraiment bien le job, la fondation, c'est cette compréhension. Je préfère soit evidence ou insights comme mot. Et en l'occurrence, pour moi, les deux jobs, ils ont absolument besoin de cette fameuse compréhension profonde. Et ça veut dire, quand il y a, par exemple, typiquement, on fait des interviews utilisateurs, on fait de la user research. Alors quand on est dans une énorme entreprise, on a probablement des équipes dédiées qui font des rapports, etc. Mais pour moi, il n'y a rien qui bat le fait de voir de ses propres yeux l'utilisateur dire les choses, faire les choses. Et il faut que les deux jobs y participent, quoi. Genre, c'est vraiment... et d'ailleurs, pas que les deux jobs. Faire venir des exécutifs, des devs en interview, ça a un impact de ouf sur la compréhension générale de la boîte. Voilà. Je pense qu'on a bien fait le tour. Et d'ailleurs, là, ça va être la fin, parce qu'on voit qu'il fait noir chez tout le monde petit à petit. On va prendre une dernière question. J'essaie de répondre à l'écrit aussi à d'autres questions. N'hésitez pas aussi les autres si vous voulez répondre à l'écrit à des questions qui vous parlent plus. Alors, une petite dernière. Donc ça, c'est fait, ça, c'est fait. Ce qui nous reste, c'est dans les dernières. Hop. Non, je l'ai loupé. Je m'en sors plus, il y en a trop. Donc, c'est la journée type d'un PMPO. Donc, on est tous passés par ce rôle-là, donc je pense qu'on va avoir tous des points de vue là-dessus. Ça va être assez varié. On va essayer d'être synthétique sur cette question, si on y arrive, vu que c'est varié, justement. Qui veut se lancer là-dedans, dans cet exercice? Je peux, si tu veux, parce que je crois que j'en ai parlé un petit peu avant, et la réponse va peut-être un peu décevoir, mais il n'y a pas de journée type. Chez un product manager, un product owner, on parle plus de cycles. Donc, je parlais des cycles tout à l'heure. Il y a l'aspect, encore une fois, désolé pour les anglicismes, l'aspect discovery, donc découverte de produits, compréhension du business, etc. Ensuite, l'aspect solution, quelle est la meilleure solution qu'on donne. Et ensuite, la partie delivery, donc comment on est en train de développer le projet. Et du coup, c'est vraiment un cycle. Et ce cycle est souvent, on essaie de le rendre le plus court possible, mais il est quand même, on parle de 2 semaines en minimum généralement sur des petits projets. Donc c'est un cycle qui revient tout le temps. Et ta journée type va dépendre de là où tu en es dans le cycle.
Ça, c'est une première chose. Et je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Je rebondirai peut-être un petit peu plus sur la journée type. En gros, j'en parlais un petit peu rapidement tout à l'heure. C'est un petit peu de communication dans ta journée. Tu vas un petit peu regarder tes bugs, tu vas un peu regarder la delivery. Et après, tu vois un petit peu le temps qui te reste pour t'adapter par rapport à là où tu en es sur ton cycle. Je suis totalement d'accord. Du coup, j'ai rien à ajouter pour le coup. Il n'y a pas de journée type selon moi non plus. Moi, je rajouterais juste, surtout si on parle de l'agilité, il y a quand même un truc qu'on retrouve systématiquement, c'est le fait de se synchroniser avec son équipe. Et donc ça, c'est tous les jours. Donc clairement, ça c'est un truc. Alors je parle pas de toutes les réunions en plus qu'on fait parce que voilà, il y en a tout plein dans les agendas. Mais au moins s'il y a quelque chose qu'on retrouve tous les jours, quel que soit le moment de la journée, en général c'est plutôt le matin, mais c'est la synchro avec son équipe pour faire le point sur où on en est, et puis ce qu'on va faire et potentiellement préparer la suite. Ça c'est pour moi, même si voilà, c'est le point qui revient. Et il ne faut pas le louper, celui-là. C'est important. Dernier mot de ton côté, Laurent, d'après l'expérience que tu as pu avoir en tant que PM? Rien à rajouter. Bon, je pense qu'on va terminer sur cette note. On est tous d'accord, c'est bien. Ça fait une bonne dernière question. Pour le reste, on va essayer de répondre à ce qui reste comme question où il y avait encore quelques votes. Ensuite, dans le chat, il y a pas mal de choses qui ont été partagées. Donc, surtout, voilà, Justine a partagé plein de ressources. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour là-dessus, à aller vous renseigner. Et ensuite, pour terminer, du coup, on a commencé à parler de ça à Wheel of Product. Du coup, c'est la communauté. Il y a un Slack aussi. Donc, pareil, si vous avez des questions à poser, du coup, là, je sais qu'Elvé et Laurent sont déjà dessus. Il y a plein d'autres personnes. Il y a plein de designers, de PM, de PO. Donc, n'hésitez pas à aller voir, à vous inscrire, du coup, au Slack par là. Et voilà, vous allez avoir d'autres ressources et d'autres personnes à votre disposition qui pourront vous accompagner si vous avez des questions. Donc, ce sera tout pour moi. Voilà. Et on est bon. Un dernier mot pour la fin, les autres? Juste merci. Merci. Pour tout merci. ça. Voilà. Merci Laurie d'avoir organisé. Ouais, merci à tout le monde d'avoir participé aussi. Super. Ça a l'air d'être assez positif. Hein. N'hésitez pas à nous faire des petits commentaires. Et du coup, on va vous laisser sur cette touche. Donc, bonne soirée tout le monde. Et à bientôt peut-être. Bonne soirée. Merci, ciao. Bonne soirée. Ciao. Salut.